Je vous reçois 5 sur 5. Vous me D'accord. recevez? Donc, on prend la Oui. parole pour que vous puissiez développer ce si bon thème, si beau thème. Parfait. Alors, je vous inviterai à arrêter le partage de votre écran, comme ça le mien puisse passer. D'accord. Vous voyez mon écran? Oui, 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 on voit votre Bien écran. sûr. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et merci, Non, faut pas fermer. bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation, à l'invitation de ce matin, durant laquelle nous allons partager nos modestes connaissances en cybersécurité, mais cette fois-ci orientée euh, Fab Lab, donc espace ou univers makers. Daouda Diagne, je m'appelle, je suis informaticien, résident au Sénégal et spécialisé en cybersécurité, euh, consultant sur des projets de cybersécurité, mais également euh, d'autres activités qui ont trait au numérique en général, euh, aux coupures d'Internet, etc. Et c'est un réel plaisir de venir m'entretenir avec vous ce matin sur cette thématique aussi importante qui est la, la cybersécurité dans l'espace des makers. Alors, pour camper le débat, nous allons essayer de définir ce que c'est que la cybersécurité d'abord. On en parle, on en entend parler, on fait une amalgame entre cybersécurité et cybercriminalité, certainement on reviendra sur ça. Mais dans le terme cybersécurité, quand on essaie de diviser le mot pour mieux comprendre et rabaisser le niveau pour que tout le monde puisse comprendre, on a le terme déjà cyber. Euh, on a le terme cyber et on a également sécurité. Ça donne quoi? Ça donne déjà un espace dans lequel nous évoluons et on s'est dit, oui, cet espace-là euh, contient des risques, contient des vulnérabilités, des menaces. Donc, comment nous allons, nous, en tant qu'individus, nous protéger contre ces menaces-là existantes dans cet espace-là? Mais au-delà de la protection individuelle, nous utilisons des outils, nous utilisons des dispositifs également, nous utilisons des équipements qui, eux aussi, sont vulnérables et sont susceptibles dont la sécurité peut être compromise. Donc, juste pour dire que c'est un environnement qui fait appel à plusieurs choses. Nous avons déjà des personnes, individus, utilisateurs de ces équipements-là. Nous avons des équipements qui font tourner ce qu'on appelle des actifs, qui font tourner des équipements, des outils. Nous avons des services qu'offre cet espace-là. Donc, on sait tous que le développement de l'Internet euh, s'est fait grâce aux services qui tournent autour de ce réseau-là. Ce qu'il faut comprendre aussi ici, que l'Internet est constitué en général, enfin, principalement de deux parties. Il y a la partie infrastructure,
c'est tout ce qui est réseau Internet, connexion Wi-Fi, euh, connexion fibre optique, etc. Ça, c'est les infrastructures. Et nous avons les services qui tournent autour de ces infrastructures-là. Ça veut dire quoi? C'est les sites web, c'est c'est- c'est les, c'est les sites web, c'est quoi? C'est le commerce électronique, c'est voilà tout ce qu'on peut faire comme voilà ce qu'on fait actuellement comme ça. Donc la formation en ligne. Donc tout ça sont des services autour de l'Internet et qui reposent, enfin qui se font sur des infrastructures de l'Internet. D'accord? Donc nous avons les dispositifs électroniques que nous utilisons. Nous utilisons actuellement les téléphones, nous utilisons des ordinateurs, nous utilisons ce qu'on appelle également des objets, des objets connectés. Vous voyez? Alors, euh, donc, cet ensemble-là fait que nous sommes dans un environnement qu'on appelle le cyberespace. Parce qu'il y a une interconnexion entre tous ces éléments-là. D'accord? Euh, entre les personnes, l'Internet et ses services, les logiciels qui font tourner les dispositifs électroniques et les réseaux qui sont interconnectés à travers cet espace-là. Et ce qu'il faut noter également, c'est qu'il n'y a aucune forme physique de ces choses-là, des éléments dont j'ai énuméré, que j'ai énuméré. Donc, tout se passe dans un monde qu'on appelle le monde, qu'on appelle le monde virtuel. Donc, tout est virtuel, les applications sont virtuelles, les services sont virtuels, d'accord? Et moi qui suis là, qui parle avec vous, je ne suis pas en présentiel chez vous, donc ça se passe dans le virtuel, d'accord? C'est ce qui amène la complexité, en fait, de cet espace cyber-là. D'où euh, cette nécessité-là de sécuriser cet espace. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Il y a beaucoup d'éventualités, d'actions, de compromissions qui s'y passent. Donc, d'où l'intérêt de sécuriser cet espace. D'accord? Donc, si on, c'est pour ça qu'on dit que euh, la cybersécurité, ça concerne, ça concerne la sécurité, en fait, de ce monde virtuel-là. On essaie tant bien que mal de se prémunir d'actions malveillantes dans cet espace cyber-là. Alors, on reviendra sur une autre définition de la cybersécurité. Très bien. Donc, cette cybersécurité-là repose essentiellement sur trois fondements. C'est ce qu'on appelle le CIA Triad. CIA Triad, qui, qui veut dire la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc, availability veut dire disponibilité. Donc, la confidentialité, c'est quoi? C'est le fait que toute information doit être rendue disponible, divulguée à des personnes, euh, à des personnes ou bien des entités, si on peut dire ainsi, qui sont autorisées à accéder à ces informations-là. D'accord? Il y a des définitions plus complexes, mais je veux vraiment que hum, la compréhension soit facile, que je, et que je, je rabaisse un peu le niveau du discours pour que tout le monde puisse comprendre. Et vous aurez là également la question, la possibilité à la fin de poser des questions. Donc, et on pourra y répondre
selon le niveau de nos connaissances. D'accord? Maintenant, dans la confidentialité veut que l'information qui est diffusée, d'accord, ne soit accessible que par des personnes qui sont autorisées à la recevoir. D'accord? L'autre, bon, il y a plusieurs outils, hein, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs méthodes qui permettent de gérer la confidentialité de ces informations. D'accord? L'intégrité, euh, c'est une propriété qui, excusez-moi, je vais prendre l'intégrité qui veut que l'information ne soit ni modifiée, ni altérée pendant son traitement ou bien pendant son transfert. Autant pour moi. D'accord? Il faut que l'information soit exacte et complète pendant son transfert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, que quand on transfère des informations, il y a un risque d'interception de ces informations-là. Et quand ces informations sont interceptées, il y a un risque de modification. Donc, ce qui peut poser des problèmes ultérieurement, donc dans le système d'information. L'intégrité permet d'assurer ça, que l'information qui est transmise euh, arrive à destination intacte. Elle n'est ni modifiée, ni, je ne vais pas dire supprimée, mais elle n'est pas modifiable. Donc, elle arrive complètement à l'état brut. La disponibilité, euh, c'est plus large. Il y a, il y a plusieurs méthodes également de rendre disponible l'information. Ça veut tout simplement dire que euh, il faut que cette information-là soit disponible au moment voulu et on revient plus haut sur la confidentialité par des personnes qui sont autorisées. D'accord? Et la disponibilité n'adresse pas seulement les données ou l'information, mais la disponibilité adresse également l'infrastructure, ou bien les infrastructures. Parce que aujourd'hui, quand on a un réseau Internet qui fonctionne pas, ça veut dire que l'information ne peut pas être traitée, ne peut pas être transmise, ne peut pas être accessible. Donc, il n'y a pas, quand il y a indisponibilité du réseau, donc ça impacte un peu sur la sécurité. D'accord? Ça, je pense que ceux qui sont dans les banques, par exemple, peuvent confirmer ça. Quand le réseau bancaire ne fonctionne plus, le réseau n'est plus disponible, je pense que tout le travail au niveau de la banque va s'arrêter pendant. D'accord? Alors, donc, ce qui revient à dire, à nous donner une autre définition de la cybersécurité, qui lui dit que c'est la préservation de la confidentialité, de l'intégrité, de l'accessibilité à l'information dans l'espace cyber. Juste pour dire que il n'y a pas euh, de définition spécifique, enfin pas spécifique, une définition standard de la cybersécurité. Donc, c'est une définition qui évolue, d'accord? La définition qu'on peut voir, la définition par exemple de chez ISO peut être différente de la définition d'une autre norme et peut être également différente de la définition d'un autre pays qui développe sa stratégie nationale de cybersécurité, par exemple. D'accord? C'est essayer de définir euh, la cybersécurité peut faire intervenir plusieurs benchmarking, si on peut le dire ainsi, de définition. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de définition fixe du mot cybersécurité. D'accord? Mais en tout cas, c'est une sécurité qui adresse euh, la sécurisation, d'accord, de notre espace cyber.
on est en train de vivre une transformation digitale. Donc, la connexion actuellement, l'interconnexion est très haute. Le niveau d'interconnexion est très haut dans tous les pays. Donc, euh, ce qui rend tout le monde vulnérable. Les personnes, aussi bien les personnes, aussi bien les infrastructures. Et de tout ça, qu'est-ce qu'on vise? C'est euh, c'est préserver, comme on dit, le CIA triad, la confidentialité, c'est-à-dire que l'information, elle n'est disponible que, enfin, elle n'est diffusée que, elle n'est transmise qu'aux personnes euh, qui sont autorisées. On gère l'intégrité, ça veut dire que cette information-là n'est pas modifiée ni altérée au moment de son transfert. Quand je dis, je donne un exemple très simple, euh, prenons une base de données, par exemple. La base de données de salariés dans une entreprise, quand on manipule cette base-là et et qu'on voit, par exemple, transférer cette, ou bien pas transmettre cette base de données-là à une autre entité de l'entreprise, il faut que cette base de données-là, à la réception, puisse être reçue intacte et pas modifiée en cours de transfert. Ça veut tout simplement dire que pendant le transfert de cette base de données-là, il est possible qu'elle soit interceptée, modifiée et retransmise. Donc ça, c'est un risque qui est réel au niveau au niveau des entités. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que ça va passer par l'Internet. Et quand ça passe par l'Internet, il y a des gens qui sont là, qu'on appelle les hackers, d'accord, qui peuvent intercepter ces informations-là, les modifier, et à la réception, on a des données erronées. D'accord? Et la protection également de l'accessibilité de l'information. Très bien. Alors, merci à la présentatrice, pour la première, Elvira, d'avoir campé le débat sur les Fab Labs. D'accord? C'est important parce qu'on va aller chercher plus tard, c'est quoi le lien entre la cybersécurité et, et le lab. Alors, en un mot simple, donc le lab, c'est juste un espace de transformation, d'innovation, où des personnes se regroupent pour innover, pour créer. D'accord? Euh, et ces personnes-là qui se regroupent au sein de ces endroits-là, on peut les appeler des makers. D'accord? C'est des personnes qui font de la recherche, d'accord, pour innover. Ils font de la création, d'accord. Tout à l'heure, on nous a montré euh, la fabrication d'équipements conçus et fabriqués au niveau de HFAB Lab. C'est exactement ce qui se passe dans les Fab Labs. Donc, ça veut dire il y a au-delà de la création, de l'innovation, il y a le partage d'informations, il y a le partage de plans, il y a le partage d'idées, d'accord, etc. Mais quel est le lien, en fait, entre tout ça? Quand on est dans un Fab Lab, on crée des choses, d'accord? Et quand on en crée, il y a ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, par exemple, qui doit être géré, qui doit être le produit que nous avons réalisé doit être en quelque sorte protégé. Protégé parce que c'est un fruit de recherche qui peut-être euh, dans certaines conditions nécessiterait le dépôt d'un brevet. OK? Et quand, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai parlé de confidentialité, quand, par exemple,
une personne autre, ou bien en dehors du lab, ou bien même à l'intérieur du lab, parce qu'on sait que, il faut noter toujours, euh, le maillon le plus faible de la chaîne de cybersécurité reste l'être humain. Et cet être humain-là peut être un membre de votre organisation. D'accord? Et en général, c'est un membre de votre organisation. D'accord? Donc ici, euh, un, un, un membre du lab, par exemple. D'accord? Et 100%, on est tous d'accord que plus de 70% des actions de compromission sont faites par, par des gens en interne. D'accord? Par des personnes en interne. Ce que veut dire quoi? Si je reviens à mon exemple de propriété intellectuelle, quand vous travaillez en groupe et que, euh, et que l'idée soit une idée de groupe, vous la partagez, vous travaillez sur la réalisation d'un prototype et que demain, vous retrouvez ce prototype-là ailleurs parce que quelqu'un parmi vous l'a partagé avec une personne en dehors de votre lab, ou bien quelqu'un, même cette personne-là peut même vendre l'idée, hein? On ne sait jamais. Donc, du coup, il est important de sécuriser ces informations-là. D'accord? Pourquoi? Par le fait d'assurer la protection de la confidentialité. D'accord? Dont j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, vous voyez que la confidentialité est un point important dans la cybersécurité et ça intervient également dans le lab parce que dans le lab, c'est de l'innovation, c'est de la création. Donc, ça fait intervenir les notions de propriété intellectuelle. Ça fait également intervenir les notions de dépôt de brevets. D'accord? Bien que dans ce qui se fait dans les labs peut être toujours considéré comme étant des ressources libres qu'on peut partager, mais il y a si aujourd'hui on sait que les entreprises sollicitent les labs pour de la recherche, soit sur un prototype, soit c'est sur un système qui permet de leur faciliter un certain nombre de tâches dans leur processus. Vous voyez? Donc, la notion de confidentialité est importante dans la gestion de l'information au sein du lab. D'accord? Ça, c'est de un. De deux, euh, on a dit tout à l'heure qu'il faut assurer une certaine disponibilité. Mais la disponibilité, ce n'est pas seulement la disponibilité de l'information, mais également la disponibilité de ce qu'on appelle les actifs du lab. Alors, les actifs, c'est quoi? Les actifs, ça peut être vous, moi, votre collègue, d'accord? Ça peut être les équipements que vous utilisez, d'accord? L'imprimante 3D, la fraiseuse, la découpe laser, euh, la brodeuse numérique, etc. Alors, donc, vous avez besoin dans votre lab de protéger tous ces actifs-là, qui sont des actifs matériels. Également, la propriété intellectuelle dont j'ai parlé tout à l'heure devient dans ce cas-là aussi un actif qu'il faut protéger. D'accord? Parce que c'est de la recherche, c'est de la production. Il ne faut pas que ça retombe entre les mains de quelqu'un qui pourra peut-être développer ça à l'échelle industrielle. Et demain, vous direz, oui, pourtant, c'est notre idée. Ça a été notre idée. Nous l'avons mûri au sein de Archfab Lab. Et maintenant, on retrouve ça dehors. Tout simplement parce que la sécurité autour de cette innovation-là n'a pas été bien prise en compte dans son développement. D'accord? Au-delà de ça, euh, il y a des défis à relever au sein des labs. Euh, Aujourd'hui, c'est une bonne, je dirais que c'est un bon début,
de sensibilisation au niveau des labs pour que ceux qui viennent dans les labs, ceux qui fréquentent les labs, puissent adopter de bonnes pratiques en termes de sécurité. Aujourd'hui, le terme Bring Your Own Device fait que dans les labs, chacun peut venir avec son dispositif, chacun peut venir avec ses équipements. D'accord? Je viens avec mon ordinateur portable, je viens avec mon téléphone, je viens avec ma tablette, je viens avec un autre dispositif qui me permet de travailler dans le lab. Mais ce dispositif-là, bien cet équipement-là, me permet de me connecter aussi bien en interne qu'à l'extérieur donc du lab. D'accord? Parce que dès l'instant qu'on est dès l'instant qu'on parle de cyber, ça veut dire qu'on n'est plus en interne. Parce qu'il y a des interconnexions. On sort de notre environnement, nous visitons des sites web, nous allons sur d'autres sites, qui sont hébergés dans d'autres pays, des informations qui sont dans d'autres régions, etc. D'accord? Et la première des choses que nous avons l'habitude de faire, c'est toujours le cas, c'est quand on vient quelque part, le premier réflexe, c'est de vouloir se connecter à l'Internet. Donc, c'est le premier réflexe. Le second, c'est quoi? Oui, rechercher un réseau qui est libre, un réseau qui n'est pas protégé, et comme ça, on va s'y connecter. Mais c'est là où se trouve le danger maintenant, quand on est dans un environnement de recherche, où la propriété intellectuelle doit être préservée. Je viens à Schwab Lab, je veux me connecter, je n'ai pas le code Wi-Fi, mais le premier réflexe, comme j'ai dit, c'est d'essayer de voir parmi les réseaux qui s'affichent quand je cherche à me connecter, un réseau qui est ouvert. Mais qu'est-ce qui vous garantit que ce réseau-là est un réseau sécurisé? Donc, sécurisé, ça veut dire qu'il peut être ouvert, ce réseau peut être ouvert, mais quand vous y accédez, est-ce qu'il n'y a pas, ça peut être ouvert par ignorance, hein, par ignorance, ou bien quelqu'un qui décide d'ouvrir son réseau comme ça, donc libre accès, d'accord? Mais est-ce que derrière, il n'y a pas autre chose? Il n'y a pas un mécanisme qui permettrait de pouvoir récupérer toutes les transactions que vous êtes en train de faire sur ces réseaux-là, d'accord? Vous échangez des modèles, vous envoyez des modèles à votre ami, à votre collègue, à n'importe qui. Vous envoyez des documents qui peuvent, euh, qui peuvent, euh, qui décrivent par exemple la méthodologie de fabrication d'un objet, ou bien qui décrivent la méthodologie de fabrication d'un système embarqué. Mais si ce document tombe entre les mains de quelqu'un d'autre à travers ce réseau-là sur lequel vous êtes connecté, mais ça pose problème. Donc, il y a de mauvaises pratiques que nous avons l'habitude de faire et qu'il faut essayer de laisser tomber. Il faut se départir de ces mauvaises pratiques-là. D'accord? Bon, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, c'est pas l'ignorance parce que les habitudes changent, les choses évoluent. D'accord? Euh, les choses évoluent et ces pratiques-là, de plus en plus, on est en train de les laisser. Mais c'est des pratiques qui existent toujours, on ne sait jamais. D'accord? Donc, également dans le lab, il y a des gens qui viennent. Ça peut arriver, hein? Juste pour un temps bien déterminé, le temps d'une journée, d'accord? Vous lui configurez votre réseau, Wi-Fi par exemple, et cette même personne-là, en un temps record, partage les codes d'accès à ce réseau-là. C'est des choses qui arrivent, juste par ignorance. Donc, et peut-être il est accompagné par un de ses amis qui l'attend dehors. Il dit, mais attends, il faut que je me connecte à un réseau. Est-ce que tu as le code de Wi-Fi, le code Wi-Fi d'Ashfab Lab? Et il est juste dehors en train de l'attendre. Et il partage. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, il ne faut occulter aucune possibilité, aucune éventualité d'être piraté quand on est dans un environnement de recherche. Tout est possible. D'accord?
Et comme j'ai dit tout à l'heure, les risques sont en interne. D'accord? Euh, on sait que quand on est dans le lab, la recherche ne se limite pas juste à faire du bidouillage. D'accord? Il y a des choses qu'on peut aller chercher sur le net. On s'inscrit à des forums, on s'inscrit à des foires aux questions, etc. Mais là aussi, nous avons l'habitude de divulguer des informations, de donner des informations comme ça, ou bien d'accéder à des forums avec les mêmes mots de passe, par exemple, qu'on utilise pour notre adresse email, notre boîte email, ou bien notre compte Instagram ou Facebook ou autre chose. D'accord? Donc, je veux dire par là, quand, quand quelqu'un qui est dans le lab, un maker qui est dans le lab et qui fait de la recherche sur Internet et qu'on lui demande de s'inscrire à des forums, de s'inscrire à, à des, à des foires aux questions, bien à des endroits où il faut s'inscrire avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, de ne pas utiliser le même mot de passe. D'accord? Que sa boîte mail ou bien un de ses comptes de plateforme de réseaux sociaux. D'accord? Également, c'est des habitudes qu'il faut essayer de s'inculquer, ok? Et ne pas avoir la paresse d'avoir plusieurs mots de passe différents par rapport à- au site ou bien aux plateformes auxquelles vous voulez accéder. Quand on est dans un lab, on peut dire qu'il y a beaucoup de livres dans le lab. D'accord? Quand je dis livres, c'est-à-dire les applications que nous utilisons dans les labs, pratiquement, c'est des applications. La plupart d'entre elles sont des applications libres, mais parfois, c'est des applications qui ne sont pas vérifiées. D'accord? Donc, la plupart de ces applications-là non vérifiées contiennent derrière ça peut contenir derrière ce qu'on appelle les backdoors, c'est-à-dire c'est les portes dérobées. Ah, une porte dérobée, c'est quoi? C'est, 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 je veux pas le dire, c'est pas une faille, parce que la faille, elle est involontaire, mais la porte, c'est juste un canal, si je peux le dire ainsi, qui est ouvert, qui est ouvert dans une application. Et à travers ce canal-là, celui qui a développé cette application-là peut s'engouffrer pour récupérer toute information qui est traitée par ce logiciel-là. D'accord? Il y en a beaucoup. Donc, ceux qui sont fermés, par exemple, de téléchargement d'antivirus gratuits, ils sont souvent sous le coup de piratage. D'accord? Ils sont pas à l'abri. Tout simplement parce que il n'y a rien de gratuit sur Internet. Quand c'est gratuit, comme on a l'habitude de le dire, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. D'accord? C'est vous le produit. Donc, euh, évitez le plus possible d'aller sur des applications qui ne sont, euh, qui ne sont pas vérifiées. C'est vrai, des fois, on a besoin de faire des choses, on a besoin de faire des choses euh, pour lesquelles on n'a pas les moyens d'acheter des applications et qu'on peut trouver quelque part à côté une application basique, très simple, qui peut nous faire à peu près le même travail et qui coûte deux fois rien du tout, ok? Et qu'on puisse l'utiliser. Mais attention, moi, dans ces cas de figure-là, ce que je fais personnellement, je fais de la virtualisation, d'accord? Ou bien j'ai une machine à part qui me sert de machine de test où je mets tout, d'accord? C'est un fourre-tout sur lequel je mets des applications, je mets tout ce que je veux, d'accord? Mais qui n'est pas connecté à mon environnement d'exploitation. Parce que quand on utilise ces choses-là et qu'on les met dans son environnement d'exploitation, il y a fort risque d'être piraté, d'accord? Et que la sécurité de votre environnement puisse être compromise, d'accord? Euh, Souvent, les mots de passe nous posent problème.
On utilise le même mot de passe sur toutes les plateformes auxquelles nous nous connectons. Ce qui veut dire que quand quelqu'un tombe sur votre mot de passe, déjà, il peut accéder à tous vos comptes, à toutes les plateformes, tous vos comptes sur les plateformes que vous utilisez. D'accord? En général, on définit une politique de mot de passe, définissant le nombre de caractères, la longueur du mot de passe, donc 8, 12 en général. Des fois, on parle même de phrases de passe, mais également, quels sont les éléments qui peuvent constituer ce mot de passe-là? Caractères majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux. D'accord? En général, et à changer périodiquement. Malheureusement, on donne le conseil, mais nous, on ne change pas nos mots de passe périodiquement. C'est dommage. Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. D'accord? Alors, un autre exemple que je prends dans l'univers des labs, c'est l'Internet des objets. Alors, quand on fait le tour des labs, on voit que les innovations qui sont faites en général dans ces labs-là tournent autour de l'Internet des objets, Internet of Things. D'accord? On met des systèmes d'arrosage automatique, on conçoit des drones, d'accord? On essaie de concevoir des frigos intelligents, des séchoirs intelligents, euh, et c'est des dispositifs qui peuvent se connecter à l'Internet pour être contrôlés à distance. Si nous prenons l'exemple des voitures actuelles, prenons la Tesla, bon, c'est pas seulement la Tesla, mais il y a d'autres, la plupart des nouveaux véhicules euh, comportent un système embarqué qui permettent la prise de contrôle à distance, d'accord? L'allumage, la conduite, tout ce que vous voulez, d'accord? Et qui existe maintenant. Alors, imaginez que vous développez un système comme ça et que ce système-là en amont n'est pas sécurisé. On a vu des cas où euh, des voitures euh, a- avec un système embarqué accélèrent comme ça tout seul au niveau de la circulation en causant des dégâts. Tout simplement parce que les informations, tout à l'heure j'ai parlé d'intégrité et j'ai parlé de confidentialité. Tout simplement parce que les informations qui permettent à cette voiture de, 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 de- d'assurer son autoconduite ou bien autopilotage sont interceptées par une autre personne qui a accès à Internet et qui a accès à ce système-là. Je veux attirer l'attention des participants à ce webinaire que dès l'instant qu'on est connecté à Internet, on est visible. Ne pensez pas qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui peut voir ce que vous faites. Non. Dès qu'on est connecté, on est visible. Donc, quand je dis visible, c'est pas vous en personne qui est visible. Mais le dispositif que vous utilisez pour vous connecter à Internet est visible sur Internet parce que cet équipement-là dispose de ce qu'on appelle une adresse IP qui permet de l'identifier sur le réseau Internet. D'accord? Et tous les objets qui sont connectés à Internet sont visibles sur Internet. Maintenant, euh, le problème qui se pose, c'est que c'est juste le temps qu'il faut pour pouvoir se connecter à cet équipement. Par exemple, le temps qu'il faut pour se connecter à ce véhicule-là qui est en train de rouler sur l'autoroute. Et on a plusieurs objets connectés actuellement dans le monde qui sont accessibles sur Internet. Le smartwatch que vous portez peut être accessible parce qu'il est connecté à Internet. On voit des thermostats aujourd'hui qui sont contrôlables. Quand je dis thermostat, c'est de frigo, de cuisinières électroniques, etc., qui sont aujourd'hui connectés à Internet et qui sont visibles sur Internet. Ça, c'est un problème. Surtout l'Internet des objets, parce que au niveau des labs,
la plupart des objets qui sont fabriqués, la plupart des dispositifs qui sont développés tournent autour de, enfin, contiennent des dispositifs qui tournent, qui intègrent ces objets connectés-là. Si je prends l'exemple de l'arrosage automatique, par exemple. Alors, je fais mon système d'arrosage automatique, je développe ma petite application et je dis oui, de chez moi, je peux contrôler le niveau de température, je peux contrôler le niveau d'humidité du sol, je peux décider de déclencher le système d'arrosage, d'accord, de chez moi. Et c'est possible, ça, vous qui êtes dans les labs et qui faites des recherches, vous avez, certains labs ont travaillé beaucoup dans ça et savent que c'est très possible. Maintenant, c'est quoi le risque? Moi, j'ai développé, mais quelqu'un d'autre qui est à côté de moi peut avoir accès au système à votre insu, d'accord, sans pour autant que vous le sachiez. Il accède au système, mais il est animé de sabotage, c'est ce qu'on appelle les black hackers, d'accord? Euh, c'est un pirate malveillant, parce que tous les pirates ne sont pas malveillants, d'accord? Il y a des pirates qui font du bien, mais quand même, c'est des pirates, mais ils font le piratage pour du bien, ce qu'on appelle les white hat hackers. Alors, ils déclenchent le système d'arrosage automatiquement. C'est pas vous, mais c'est lui qui déclenche le système d'arrosage. Alors, si aujourd'hui vos plants devaient avoir une certaine quantité d'eau, disons 10 millilitres, il met 1000 millilitres, ce qui va endommager forcément vos cultures. D'accord? Mais qu'est-ce qui fait que cela puisse arriver? La raison, elle est simple. Parce que au sein du lab, en développant cette application-là, on n'a pas pris en compte la sécurité de ces applications-là. Et il y a deux choses. On peut, on peut sécuriser, nous, en développant l'application, ou bien le maker peut développer la sécurité de son application, mais n'oubliez pas que dans certains cas, vous utilisez ce qu'on appelle les frameworks, des plateformes qui vous permettent de développer ces applications-là. Donc, c'est des plateformes qui permettent, oui, je veux faire ça, je tire, j'amène, je veux arroser, je tire, arroser, je viens. À quelle heure? Je prends l'heure, je ramène et je récolte, j'assemble. Et quand j'assemble à partir de cette plateforme-là, j'ai mon application qui permet de faire l'arrosage de mon champ tous les jours à 17 heures, avec une quantité d'eau. D'accord? Bien définie. Mais est-ce que la plateforme que vous utilisez est sécurisée? C'est là où se trouve le problème. Alors, la plupart de ces plateformes-là intègrent des vulnérabilités qui font qu'aujourd'hui, que quand vous développez votre application mobile qui vous permet de contrôler votre dispositif, n'est pas sécurisé, ça pose problème. Donc, ce qui veut dire quoi? Qu'il faut quand vous utilisez ces plateformes-là au niveau des labs pour développer des applications, il faut vous assurer déjà que c'est des plateformes qui sont sécurisées, reconnues mondialement, etc. Vérifier. Est-ce que également cette plateforme-là propose des mises à jour régulières ou bien fréquentes euh, de sécurité? Il faut juger. Parce que quelqu'un peut vous commander dans l'app un produit comme ça. Je veux un dispositif d'arrosage ou bien un dispositif de fermeture des portes de ma maison à distance. Et que quand vous finissez de développer ce système-là, quelque temps après, le système est accessible par une autre personne malveillante, d'accord, par un hacker. Qui en sera responsable? Vous, vous en tant que maker, ou bien le propriétaire qui n'en a pas pris bien soin. Mais il faut quand même l'aider en amont en sécurisant, en sécurisant ce dispositif-là qui vous a commandé. Et aujourd'hui, l'Internet des objets est en train de révolutionner le monde. On est tous interconnectés et
bien que ça facilite énormément de tâches, énormément de choses dans la vie de l'individu, mais ça expose la personne à des risques, à des risques, à des risques énormes. D'accord? Si je prends l'exemple, je sais pas, d'une cuisinière qui peut être activée à distance, une personne malveillante qui s'y connecte peut l'activer et bonjour les dégâts parce que quand ça chauffe, ça peut amener un incendie dans l'endroit où ce, 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 ce- cette cuisinière-là connectée est installée. D'accord? Donc, d'où l'importance de faire le tour de la sécurité des applications que vous développez au sein des labs et qui font tourner ces dispositifs connectés-là. Dans les labs, on est féru d'Arduino, on est féru de Raspberry, d'accord? Mais ce qu'on met derrière pour les faire fonctionner, il faut s'assurer qu'il y a il y a une certaine sécurité, OK, autour des applications que vous utilisez pour développer vos produits. D'accord? Très bien. Alors, tout ça, on le fait parce que on est vulnérable. On est vulnérable. La vulnérabilité, c'est quoi? C'est juste le fait, enfin, qu'il existe des failles, d'accord, dans un système. Et ici, quand je dis système, je parle pas seulement je parle pas seulement d'application ou de logiciel autre, mais système en général. J'ai donné l'exemple tout à l'heure des objets connectés que vous produisez dans les labs, d'accord? Ces objets connectés-là peuvent être vulnérables parce qu'ils peuvent contenir des failles dans leur développement, ou bien dans leur conception. Alors, ça peut être des failles matérielles, d'accord? Euh, qui permettent aujourd'hui à quelqu'un de pouvoir prendre la main à distance sans que vous ne le sachiez, d'accord? Et en général, ces vulnérabilités-là peuvent être de type matériel, logiciel, d'accord? Ça peut même être de type personnel, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ceux qui fréquentent là ne sont pas assez formés, ne sont pas assez sensibilisés. On n'a pas besoin de formation pointue, hein, pour sécuriser, non. Il faut juste avoir une bonne sensibilisation. Il faut juste savoir adopter les bons comportements et mettre en branle les bonnes pratiques de sécurité. D'accord? Euh, Si je prends, tout à l'heure, j'ai dit que euh, la plupart des problèmes qu'on connaît dans l'organisation, donc dans l'app, c'est bien vient des personnes internes, voilà. D'accord? Et c'est valable pour tout autre organisme, hein, pour toute autre organisation. D'accord? La plupart des vulnérabilités sont causées les, par le personnel. D'accord? Donc, comme c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le maillon le plus faible de la chaîne de cybersécurité reste la personne, reste l'humain. Donc, ce que j'ai l'habitude d'appeler le facteur X. D'accord? Alors, les logiciels, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, quand vous utilisez une plateforme pour développer votre application et que cette plateforme-là n'est pas sécurisée, vous créez une certaine vulnérabilité dans le dispositif que vous êtes en train de créer dans votre lab. D'accord? Donc, je reviens et j'insiste là-dessus. Il faut toujours vérifier que ces plateformes-là que vous utilisez offrent des mises à jour régulières. D'accord? Voilà. Également, euh, les informations que vous transmettez passent à travers un réseau. D'accord? Et ce réseau-là, il va falloir le protéger. Il est important de protéger ce canal-là de transmission d'informations. Vous utilisez
un point Wi-Fi qui n'est pas protégé, par exemple, qui n'est pas protégé, mais les informations qui transitent au sein de ce réseau, de ce réseau Wi-Fi, à travers un seul outil d'analyse de paquets, on peut collecter ces informations, les analyser et en soutirer quelque chose qui permette de compromettre votre sécurité. C'est très possible. Ça c'est des choses qui se font tous les jours. D'accord? Et pour sécuriser votre réseau Wi-Fi, vous pensez uniquement que le fait de mettre un mot de passe, un code Wi-Fi, permet de sécuriser votre réseau Wi-Fi. Non, vous vous trompez, ça ne suffit pas. D'accord? Ça ne suffit pas euh, parce que euh, on apprend toujours en hacking que quand on, quand on veut pirater un réseau Wi-Fi, c'est très simple. Il faut juste déconnecter, déjà faire la reconnaissance, voir voir essayer de récupérer les dispositifs qui sont connectés à ces réseaux-là, les déconnecter, mettre en place notre système de collecte de paquets, permettre à ces dispositifs-là de se reconnecter et au moment de se reconnecter, ils mettent le mot de passe et vous, derrière, vous récupérez ce mot de passe. Ça veut dire que quand on travaille sur un réseau, il faut mettre en place des mécanismes qui permettent de protéger ce qui transite à travers ces réseaux-là. Si vous êtes vraiment dans la recherche pointue, c'est crypter ce réseau-là. Parce que pour le décrypter, ça prend du temps. Et les informations que vous partagez sur ces réseaux-là, il faut les chiffrer. Parce que là, j'ai parlé de propriété intellectuelle. Quand les informations de recherche, les résultats de recherche ne sont pas chiffrés, quelqu'un qui tombe là-dessus juste parce que vous êtes en train d'envoyer un mail à quelqu'un, faut lui donner ça, ou bien sur un autre canal, on est féru de WhatsApp, on transfère beaucoup par WhatsApp, ça peut être intercepté. D'accord? Donc, il faut que le réseau soit bien protégé. Bon, maintenant, si vous voulez faire du livre, il n'y a pas de problème. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de mettre des firewalls, des systèmes de cryptage, des systèmes de chiffrement, etc. Non, vous n'en avez pas besoin parce que vous faites du livre. Donc, vous voulez que ce que vous produisez puisse être accessible de tous. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Mais si vraiment vous êtes un là qui est, qui est, qui travaille avec des entreprises de renommée nationale ou internationale, qui vous commandent des recherches et que ces recherches-là tombent dans l'escarcelle de leur département recherche et développement, mais vous êtes obligé de mettre en place des mesures de sécurité. Vous mettez des firewalls, vous mettez des systèmes de cryptage, des systèmes de chiffrement qui permettent que quand vous travaillez sur ce projet-là spécifiquement, que des informations puissent être protégées. De un. De deux, et que les machines, par exemple, euh, on verra ça dans les mécanismes d'attaque, les machines que vous utilisez ne puissent pas être attaquées, bloquées, ce qui va poser un certain problème en termes de disponibilité, disponibilité des équipements. D'accord? Alors, il y a plusieurs vulnérabilités, d'autres vulnérabilités auxquelles l'entreprise peut s'exposer, hein, des failles. Donc, il y a les vulnérabilités au site, par exemple. Euh, Quand vous êtes un lab et que vous êtes dans un endroit où l'électricité n'est pas stable, ça pose problème. Et quand on parle de cybersécurité, on prend en compte tout ça, hein. C'est pas seulement le fait de dire oui, je protège mon ordinateur ou bien mon téléphone. Non, c'est tout cet ensemble-là entre la, dans la cybersécurité, dans la protection de vos actifs. D'accord? Et pour rappel, tout à l'heure, j'ai dit les actifs, c'est tout ce qui vous permet tout ce qui vous permet de mettre en œuvre vos processus métiers. D'accord? Donc, les ordinateurs, les équipements que vous utilisez en interne, le personnel, la connexion Internet, etc. D'accord? Alors,
C'est vrai que dans les labs, il n'y a pas une personne dédiée à la sécurité. C'est pas la mission, en fait, du lab. Mais au moins, dans le lab, euh, on est conscient, bien, on sait très bien, on maîtrise les projets sur lesquels nous travaillons. Est-ce que c'est des projets individuels, enfin personnels, je veux dire? Est-ce que c'est des projets en contrat avec une entreprise? Est-ce que c'est des projets en contrat avec des organismes, etc. Donc, quand tout ça est clair dans le lab, maintenant on peut définir les niveaux de priorité de cybersécurité au sein du lab. Tout en sachant que, ou bien tout en prenant en compte le fait que cette cybersécurité-là doit être globale au sein du lab et elle peut être maintenant spécifique au projet ou bien aux actions sur lesquelles vous êtes en train de travailler au sein du lab. D'accord? Et la personne, la personne en charge du projet doit être au sein du lab, doit être la personne en charge de la sécurisation de ce projet-là. D'accord? Il y a des informations liées à ce projet-là. Et quand on est vulnérable, on fait face à des menaces. Ça, c'est clair. C'est évident. Parce que les menaces utilisent les vulnérabilités pour compromettre votre sécurité. D'accord? Il y a des menaces d'ordre de type naturel, mais il y a des menaces également de type euh, personnel. Soit c'est par ignorance, soit c'est par action malveillante. D'accord? Alors, euh, par exemple, une panne de matériel peut être, peut être, peut être délibérée. D'accord? Quelqu'un dans le lab peut être mal intentionné et créer des dégâts. Par exemple, euh, reconfigurer par exemple la découpe laser, qui au lieu de couper, d'aller vers la droite, elle va vers la gauche. D'accord? Ou bien modifier un peu euh, la configuration d'une application en interne, d'accord? Qui va faire que quand un certain travail est demandé, il fait autre chose. D'accord. Ça, c'est des menaces auxquelles le lab est confronté quotidiennement. Bon, des fois, c'est pas intentionnel, hein. C'est juste un maker qui veut utiliser, par exemple, je sais pas, l'imprimante 3D, d'accord? Qui bidouille un peu et qui modifie la configuration sans s'en rendre compte, ou bien en essayant de trouver une certaine spécificité dans ce qu'il veut imprimer, modifie par mégarde la configuration. Ça, c'est des actions non délibérées, mais qui sont prises en compte dans la cybersécurité, par exemple, et dans la protection de l'actif. Parce que euh, il peut, par exemple, régler une température à 1000 degrés, alors que la température doit être, par exemple, de 100 degrés. Et là, ça pose un réel problème dans la configuration. D'accord? Et il y a toutes sortes de menaces auxquelles on peut faire face. Si je prends l'exemple de l'écoute, quand on parle d'écoute, c'est pas uniquement une écoute téléphonique. Non. Parce qu'il y a si on prend l'outil Wireshark, par exemple, Wireshark, c'est un logiciel qui permet de faire de l'écoute sur un réseau. D'accord? Cette écoute, c'est quoi? C'est de surveiller le réseau, c'est de voir qui est connecté à ce réseau-là, ou les personnes qui sont connectées à ce réseau-là, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'elles font, sur quel site ils sont allés, d'accord? Ils ont visité quel site, ce site se trouve où, etc. Quels sont, on peut même aller plus loin en en recherchant les informations que cette personne-là a eu à consulter. Ça, on peut le faire. Ça, c'est de l'écoute qu'on peut faire. D'accord? Et à travers cette écoute-là, on peut collecter des informations
qui peuvent constituer des menaces pour l'entreprise. D'accord? Donc ça, c'est des menaces. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces menaces-là ne peuvent être mises en œuvre que s'il y a des vulnérabilités. C'est-à-dire que quand votre système n'est pas, n'est pas très sécure, c'est une vulnérabilité. Donc, il y a une faille au niveau du système-là. La menace va exécuter cette vulnérabilité-là et compromettre votre sécurité. D'accord? OK. Comment ça se passe? Il y a plusieurs mécanismes qui permettent, de compromettre votre sécurité au niveau du lab. D'accord? Euh, et quand je dis compromettre, ça veut dire qu'il y a l'intervention du hacker, l'intervention du pirate. Ben, il fait quoi? Il peut passer par une technique qui s'appelle le phishing. Alors, le phishing repose sur ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. D'accord? L'ingénierie sociale, c'est quoi? C'est juste le fait de mettre en œuvre son intelligence pour collecter des informations. En d'autres termes, je viens vous voir et je discute avec vous. Ça peut se faire comme ça. Comme ça peut être également, ça peut être fait d'une autre manière. Donc, euh, je vais donner d'autres exemples. Alors, oui, Ashfab là, vous faites quoi? Je suis intéressé par ce que vous faites. Vous m'expliquez. Je dis, ah, ça c'est intéressant. Vous avez des projets sur lesquels vous travaillez? Oui, nous travaillons parce que vous avez confiance en la personne. Parce que quand on fait du phishing, quand on fait de l'ingénierie sociale, on met en confiance notre vis-à-vis. Voilà. Vous avez des projets intéressants normalement. J'en ai entendu parler, j'ai entendu parler de rien du tout. C'est juste une méthode pour vous mettre en confiance, pour pouvoir soutenir des informations. Alors, j'ai entendu parler que vous faites des recherches pour Orange. Vous êtes en train de leur faire un système voilà, de suivi des, des téléphones volés, des choses comme ça, des téléphones perdus, déclarés, etc. Oui, oui, on est en train de travailler dessus. Et vous, fiers de travailler dans ce projet-là, vous déballez, vous déballez, vous déballez. Ça, c'est de l'ingénierie sociale. Alors que celui avec lequel, la personne avec laquelle vous parlez, peut-être est animé par d'autres moyens. Et ça peut se faire de manière physique. Ça peut se faire également par téléphone. Par exemple, quelqu'un peut vous appeler, oui, monsieur ou madame, je suis monsieur X d'Orange, ou bien bon, d'une entreprise X. Euh, euh, je suis en charge du suivi et évaluation du projet sur lequel vous travaillez. Mais c'est qu'au téléphone, les gars. Vous n'avez pas vu le gars, il s'est présenté. Rien ne vous prouve que c'est la personne, euh, enfin, c'est que l'identité qu'il vous a donnée euh, euh, est exactement l'identité de la personne qui est en charge de faire le suivi évaluation. Il va juste vous donner son nom, son prénom, vous dire, ah oui, c'est une personne, vous ne l'avez jamais entendue. Vous avez confiance, parce qu'il vous dit que c'est l'entreprise avec laquelle vous êtes en train de collaborer, de travailler. Vous avez confiance, il pose des questions, vous répondez tout simplement et il récupère ces informations-là. Et demain, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce que cette personne-là n'est pas en réalité la personne qui devait vous appeler pour ces informations. Elle n'est pas la personne qu'elle prétend être. Donc ça, c'est des cas c'est des mécanismes d'ingénierie sociale, donc de phishing basés sur de l'ingénierie sociale. On peut vous envoyer un formulaire et vous demander de remplir. Là, il y a eu plusieurs cas d'attaque, pas dans les apps, mais dans plusieurs organismes, mais même des personnes comme ça, des utilisateurs d'Internet. On vous envoie un formulaire, on vous demande de remplir, et à la fin, on vous demande d'autres questions, par mot de passe, numéro de carte bancaire, n'importe quoi. D'accord? Et comme ça, vous donnez des informations, vous vous exposez, parce que vous êtes vulnérable. Vous n'avez pas pris le temps de bien mûrir ce que vous êtes en train de faire et vous donnez comme ça des informations. Les résultats de vos recherches peuvent se retrouver entre les mains
d'une personne malveillante, ou bien d'un concurrent, tout simplement parce que quelqu'un dans le lab n'a pas pris la précaution euh, de bien s'assurer de l'identité de la personne à laquelle il donne ces informations-là, ou bien en remplissant un formulaire, il n'a pas pris le soin de bien s'assurer que ce formulaire-là, il doit être rempli et transmis à qui de droit. D'accord? Donc ça, c'est un problème au niveau de toutes les organisations, de tous les entreprises. Alors, il y a un autre mécanisme qui s'appelle le DOS. Par exemple, le denial of service, c'est le déni de service. Ça veut dire qu'on rend un service inutilisable ou inaccessible. D'accord? Et là, ça peut être possible avec les objets connectés. Par exemple, tout à l'heure, j'ai pris le cas de l'arrosage, du système d'arrosage à distance. Quelqu'un qui, une personne malveillante qui réussit à pénétrer ce système-là et qui envoie des paquets, des informations sur ce système-là, jusqu'à 18 heures, vous devez arroser à 17 heures. Et jusqu'à 18 heures, vous ne parvenez pas à arroser parce que le système est lent. Il est lent ou bien il n'est même pas accessible pour la bonne et simple raison que quand ça a été développé, certains aspects de sécurité n'ont pas été pris en compte et que un utilisateur malveillant a pénétré le système, il a envoyé le paquet, il a saturé votre système, de ce fait, il n'est plus accessible. C'est ce qu'on appelle le denial of service, le déni de service. On essaie de rendre un système inopérant, d'accord? En envoyant juste des informations par milliers et des milliers et des milliers. Donc, ça sature. Ça se fait également sur les réseaux, sur les réseaux. Par exemple, votre site, le site du lab peut être bombardé de paquets et jusqu'à ce que ça soit inaccessible. Quelqu'un qui va accéder, le site il fonctionne, hein, il est là, il est bien en ligne, mais on peut pas y accéder parce que il a été bombardé par des paquets, donc par un délai de service. Donc, quand la personne malveillante décide que ce service-là soit accessible à niveau, il arrête le bombardement de paquets et votre site redeviendra accessible. Donc ça, par exemple, c'est des choses euh, qui peuvent arriver. J'ai pas entendu parler j'ai jamais connu un lab qui a été attaqué comme ça. J'ai pas dit que ça n'existe pas, hein, mais j'en ai pas encore entendu parler. Mais c'est des choses qui peuvent arriver dans un lab. Donc, si vous avez un serveur sur lequel vous stockez tous vos résultats de recherche et que ce serveur-là est accessible et utilisé, par exemple, comme élément, comme machine zombie, ça peut poser problème. Parce que dans la mise en œuvre du DDoS, on utilise des machines zombies. Les machines zombies, c'est quoi? C'est moi, mon ordinateur, qui est utilisé par le cœur à mon insu, sans que je puisse en avoir connaissance. D'accord? Alors, au lieu d'envoyer, lui, son attaque à partir de sa machine, il l'envoie à partir de ma machine à moi. Donc, demain, s'il y a quelque chose à traquer, ça sera moi, par exemple. Et c'est des choses qui peuvent exister. Aujourd'hui, une machine du lab qui n'est pas sécurisée peut être utilisée comme machine zombie, parce qu'en général, on a des machines qui tournent H24. Ça peut être utilisé comme machine zombie par un hacker qui se trouve quelque part dans le monde et qui permet de faire des attaques dans le pays où vous êtes. Alors, quand on retrace l'attaque, on va tomber sur vous. Donc, toute la nécessité de protéger, encore une fois, les actifs de votre lab. Il y a un autre mécanisme qui est le ransomware. Bon, je pense que je vais accélérer un peu parce qu'on va terminer à 12 heures et il y aura certainement des questions. Le ransomware, qui est, qu'on appelle en français le rançongiciel. Rançongiciel, tout simplement parce que euh, aujourd'hui, les mécanismes ont changé. Tout ce qui se passe dans le monde physique peut se faire dans le monde virtuel actuellement. Donc, c'est exactement ce qui se fait. On kidnappait des personnes, maintenant on kidnappe des ordinateurs, ou bien on kidnappe des véhicules, ou bien on kidnappe des systèmes embarqués IoT, par exemple. D'accord? Euh, on vous envoie juste euh, un- une petite application, d'accord? Que vous activez
sans faire attention. Et qui, quelques instants plus tard, va vous envoyer un message sur votre système pour vous dire, oui, votre système est bloqué. Votre système a été piraté, il faut payer. D'accord? Pour que ça soit débloqué. Ça peut être du cryptage. D'accord? Sur les ordinateurs, des serveurs, etc. On crypte les données et on vous demande de payer une rançon pour que les données puissent être accessibles à nouveau. On vous donne la clé de décryptage et vous décryptez les données. Bon, il y a un débat qui se fait, hein, est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il ne faut pas payer, mais ce qu'il faut faire pour l'éviter, c'est d'avoir toujours des sauvegardes. Donc, vous êtes dans des labs, vous faites des recherches. Vous faites des recherches, vous faites de la documentation. D'accord? On ne peut pas se permettre de perdre un travail d'aussi grande envergure, d'accord? Juste parce qu'on n'a pas pris, parce qu'on n'a pas fait de sauvegarde. D'accord? On n'a pas pris les mesures basiques nécessaires pour pouvoir protéger ce qu'on est en train de faire. Et un conseil, les clés USB, ne les utilisez pas pour les sauvegarder. La clé USB n'est pas faite pour sauvegarder des informations. Ça, on insiste toujours là-dessus, mais on voit toujours des cas de compromission qui ont eu lieu à travers les clés USB. D'accord? La clé USB, surtout le vol de données. Le vol de données et le vol d'informations. D'accord? La clé USB, elle est faite que pour transférer des données et non pas euh, pour sauvegarder des informations. Alors, on a également un autre mécanisme qui est le cryptojacking. J'ai pris ces informations, ces mécanismes exprès, parce que, comme je l'ai dit, au sein des labs, on trouve déjà des fois des machines qui tournent H24. D'accord? Par exemple, des ordinateurs qui tournent H24. Alors, euh, oui, parce que vous lancez des impressions 3D à partir d'un ordinateur, vous laissez l'ordinateur tourner, vous rentrez chez vous en attendant que l'imprimante puisse imprimer. D'accord? Ça, c'est un exemple concret que vous vivez tous les jours. Vous lancez l'impression, vous allez dormir. D'accord? Ça peut prendre une journée, 2 jours, en tout cas, ça tourne. Alors, cette machine-là, à partir de laquelle vous lancez l'impression, comme elle ne s'éteint pas, elle est connectée à Internet, elle peut être visible. Et dès l'instant qu'elle est visible, un, un, un acteur malveillant peut l'utiliser pour faire du cryptojacking. Le cryptojacking, c'est quoi? C'est le fait, parce que actuellement, avec on vit une prolifération des crypto-monnaies, de la blockchain, et c'est des algorithmes qu'il faut créer, c'est des énigmes qu'il faut régler. D'accord? Ça nécessite beaucoup de ressources et ça nécessite des calculs intenses. Alors, ceux qui travaillent dans ça n'ont pas peut-être assez de machines pour pouvoir tourner, pour pouvoir faire ces vérifications-là, faire ces vérifications d'algorithmes, etc. Parce que ça nécessite des ressources en processeur et en mémoire. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent des ordinateurs accessibles sur Internet et ils font leur travail à distance sur ces ordinateurs-là. D'accord? Et l'ordinateur que vous laissez allumer, c'est comme les machines zombies dont j'ai parlé tout à l'heure dans le DDoS. D'accord? Et votre machine peut faire partie de ces machines-là qui sont utilisées pour exécuter ces algorithmes-là, pour faire ces tests-là dans la blockchain. D'accord? Souvent, la machine, elle se chauffe. D'accord? Elle se chauffe. Des fois, voilà, vous ne parvenez pas à bien travailler dessus, tout simplement parce qu'elle a été hijackée. Elle a été détournée par un pirate qui l'utilise actuellement à votre insu pour faire pour traiter ces algorithmes de blockchain, etc. D'accord? Alors, c'est vrai que quand on veut sécuriser, quand on veut se prémunir de tout ça, des menaces qui peuvent subvenir à partir des vulnérabilités que nous avons, euh, il faut investir un peu. Bon, l'investissement, ça peut ne pas être de l'investissement financier, d'accord? C'est juste un investissement humain, d'accord? Un investissement humain, euh, en prenant quelqu'un, il dit, voilà mon box Wi-Fi,
je veux, je veux le sécuriser, tout simplement. Et on m'a dit que rien qu'en mettant un mot de passe, un code Wi-Fi, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux configurer mon pare-feu qui vient avec mon Wi-Fi. Est-ce que tu sais le faire? Oui. Il faut configurer votre pare-feu, tout simplement. Ça, sans aucun problème, ça ne nécessite pas des sous pour le faire. D'accord? Si vous avez quelqu'un en interne qui puisse le faire, bien un ami qui peut le faire. D'accord? Il faut avoir dans les labs un système de supervision. Ça, je l'ai dit. Donc, système de supervision, ça peut être un système de supervision logiciel qui permet de voir à chaque fois qu'est-ce qui a été fait sur un ordinateur, plus précisément, ou bien qu'est-ce qui se passe dans le lab en mettant des caméras de surveillance, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on peut faire parce il y a des collègues qui peuvent toujours revenir le soir. D'accord? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de crypter les données quand vous travaillez sur des projets. Non seulement les crypter, mais également chiffrer les données. D'accord? Et on crypte les transactions, d'accord? Le transfert de données. Surtout quand j'ai parlé d'intégrité, le cryptage est un bon moyen d'assurer une intégrité, l'intégrité des données. De même que comment ça s'appelle? Le chiffrement électronique. Non, attends, le chiffrement électronique, la signature numérique, je veux dire. D'accord? Alors, on sait que dans le lab, il n'y a que des mécas, c'est des gens qui viennent de n'importe quel endroit, qui viennent partager, qui viennent pour créer, d'accord? Mais au moins, il faut avoir un personnel qui puisse être à la hauteur de surveiller tout ce qui se fait dans le lab et de veiller à la sécurité des actifs et à la sécurité de tout ce qui se passe au niveau du lab. Cette sécurité-là, elle n'est pas une sécurité physique, mais aussi une sécurité quand je dis physique, physique, c'est les accès, hein. Parce qu'en général, on sécurise que les accès, on dit oui, c'est bon. Non, mais je vous ai dit tout à l'heure que on est interconnecté, on vit dans un monde interconnecté. Donc, même en étant chez vous, vous pensez que ce que vous avez laissé derrière est sécure, vous vous trompez lourdement. Donc, il n'y a pas de sécurité à 100%. Donc, il faut veiller à sécuriser, à faire des efforts également pour former vos collègues. C'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de besoin de faire des formations pointues dans ça. C'est juste euh, former votre personnel, les éduquer à adopter des bonnes pratiques donc de cybersécurité. D'accord? De temps en temps, organiser des ateliers de sensibilisation comme celui-là, celui qu'on est en train de faire au niveau des labs, discuter avec le personnel, toujours leur donner des outils qui leur permettent de pouvoir améliorer leur comportement en termes de sécurité. D'accord? Et il est important que le maker qui est dans le lab et qui rencontre des problèmes de sécurité puisse les reporter. Il ne faut pas dire oui, aujourd'hui, j'ai été confronté à un problème de sécurité. Par exemple, j'ai cliqué sur un lien sur lequel je ne devais pas cliquer. D'accord? Et après, on sait que c'est pas normal de cliquer sur le lien parce que vous avez vu quelque part que quand on clique sur ce lien-là, on compromet notre sécurité et vous le cachez. Non. Le maker doit avoir l'honnêteté de dire à la personne à laquelle il est sous sa tutelle, hein, oui, ce matin, j'ai reçu un mail, ça contenait un lien, j'ai cliqué sur le lien, mais il paraît que ce lien-là, il est dangereux. Parce que c'est pas parce que vous avez cliqué sur un lien que l'effet est immédiat. Ça peut avoir effet quand vous redémarrez l'ordinateur, par exemple. D'accord? Et si c'est le seul ordinateur que vous avez sur lequel vous avez configuré toutes vos imprimantes 3D et que ça, parce que vous imprimez en Wi-Fi, donc, ou bien par Bluetooth, d'accord? C'est du sans fil et que cette imprimante-là est compromise, enfin, pas imprimante, cet ordinateur-là est compromis, bien que parce que vous avez cliqué sur un lien, c'est un problème. Donc, quand vous rencontrez ces problèmes-là,
reporter ça. Le maker doit parler à son supérieur ou bien au responsable du lab pour l'informer et que les mesures appropriées puissent être prises en compte. D'accord? Alors, les responsabilités peuvent être situées, d'accord? Mais le plus grand responsable, c'est celui qui n'a pas fait l'effort de sensibiliser son personnel dans le lab. D'accord? Parce que si cette sensibilisation-là a été faite, si les mécanismes étaient mis en place pour que ceux qui viennent au lab euh, prennent en compte les bonnes pratiques inculquées, donc il n'y aurait pas assez de problèmes. C'est pour ça que moi je vois souvent dans certains endroits, on met des affiches qui sensibilisent sur la nécessité d'adopter les bonnes pratiques de cybersécurité. D'accord? Dans les ascenseurs, au niveau des escaliers, voilà, au niveau des tableaux d'affichage des entreprises, au niveau même des murs, sur lesquels on met des autocollants pour dire, attention, votre mot de passe doit être changé tous les 3 mois, ou bien tous les 6 mois. Attention, ne faites pas ceci. Attention, ne faites pas cela. D'accord? Juste des messages comme ça qu'il faut partager au sein du lab. Parce que, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné plus tôt ce matin, 50% des attaques sont liées au facteur humain. D'accord? Donc, moi, en tant que maker, je peux en être responsable. Mais de connivence avec le hacker. Parce que tout à l'heure, j'ai donné l'exemple du phishing de l'intelligence artificielle. Donc, moi, je dis souvent que euh, quand il y a attaque, c'est parce que la personne qui a attaqué a prêté le flanc quelque part. Donc, en un certain point, la personne qui a été attaquée donc, a participé à son attaque, sans pourtant le savoir. D'accord? Ça part du phishing, de l'ingénierie sociale, ou bien en cliquant sur un lien malveillant. D'accord? Donc, il ne faut jamais cliquer sur un lien dont on n'est pas sûr. Donc, des fois, on peut recevoir, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on peut recevoir quelque chose de quelqu'un qu'on connaît. Ou bien, l'intelligence artificielle va faire de sorte que vous recevez, vous pensez que c'est une personne que vous connaissez qui est derrière cet envoi-là du fichier. D'accord? Mais il faut toujours s'assurer. Il y a toujours des moyens de vérifier. D'accord? Allô, oui, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé ça? WhatsApp, tac, 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 est-ce que c'est toi qui m'as envoyé ça? Donc, tout ça, c'est des moyens de vérification très simples qu'on peut avoir. D'accord? Parce que ça peut provenir de vos comptes. D'accord? Alors, il n'y a pas de sécurité à 100%, donc le maker doit revoir son comportement, d'accord, et être prudent dans les actions qu'il fait au niveau du lab. Et j'insiste surtout et beaucoup sur les résultats de recherche, parce que ces informations-là sont capitales, sont importantes. Et les résultats de recherche peuvent être vendus. Peut-être vous pouvez les minimiser dans certains cas de recherche au niveau du lab, mais ça peut être exploité ailleurs par quelqu'un qui est capable de faire beaucoup plus de profit que vous. D'accord? Alors, recherchez juste l'équilibre entre ce que vous faites et ce que le lab fait. Si vous n'êtes pas dans des projets de grande envergure, ce n'est pas la peine de trop vous investir dans la sécurité, dans la cybersécurité, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre des mesures pour assurer une certaine cybersécurité. Mais je veux dire, faut pas, ça ne sera pas la peine d'investir des sommes énormes d'argent dans la cybersécurité alors que vous n'en avez pas tellement, tellement besoin. D'accord? Euh, Bon, dans certains pays, on prend les aspects culturels, parce que ce qui peut être accepté au Sénégal peut ne pas, en termes de discussion bien de pratique, peut ne pas l'être en Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, euh, ce qui peut être frustrant pour moi peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre et vice-versa.
Donc, du coup, quand on est également dans la dynamique de faire de la cybersécurité dans un organisme, il faut prendre en compte également les aspects, euh, un certain nombre d'aspects culturels. On est dans un espace de maker, ça veut dire qu'on est dans un espace où des individus évoluent, où des personnes viennent échanger et s'échanger des idées et des pratiques. Donc, d'où l'importance de l'éducation à la cybersécurité. Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'est pas, on n'a pas besoin d'avoir une formation pointue, mais juste une sensibilisation, d'accord, accrue pour que ceux qui fréquentent le lab puissent avoir un certain niveau de, d'appropriation de bonnes pratiques en cybersécurité. Ce qui évitera de faire des erreurs qui peuvent, euh, qui peuvent demain bloquer vos processus parce que quelqu'un a cliqué sur un lien ou bien quelqu'un a téléchargé un fichier qui s'exécute derrière et qui va bloquer tout le reste. D'accord? Donc, la sensibilisation est de mise. D'accord? Donc, en un mot, ce qu'il faut, euh, c'est essayer de faire changer les habitudes. Et changer les habitudes, c'est rien d'autre que de faire adopter aux makers les bonnes pratiques de cybersécurité. Tout en sachant que j'insiste et je persiste que c'est des résultats de recherche, c'est de la valeur, d'accord? C'est beaucoup d'argent, c'est de l'actif parce que c'est c'est des trouvailles qui peuvent rapporter, d'accord? Ou bien et parce que euh, si vous trouvez quelque chose d'intéressant et que vous le protégez, mais quelqu'un qui veut développer ça à échelle industrielle va forcément venir vous voir, d'accord? Et d'où l'importance du prototypage au niveau de la protection de tout ce qu'on fait au niveau de la. Imaginez que vous venez de créer un prototype de quelque chose qui est fabuleux, qui peut révolutionner un secteur donné, la santé, l'éducation, l'agriculture, d'accord? Vous voulez, après, le développer à l'échelle industrielle. Ou bien quelqu'un vient voir pour le développer à l'échelle industrielle. C'est pas gratuit. Mais si vous dormez sur vos lauriers et que cette trouvaille-là tombe entre les mains de quelqu'un d'autre uniquement parce que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires pour protéger votre découverte, mais vous n'en êtes que responsable. D'accord? Donc, essayons de changer les habitudes dans les labs en relevant le défi, le grand défi, d'accord, qui est le facteur humain. Donc, je pense que je vais terminer sur ça et je reste ouvert aux questions s'il y en a. On devait terminer à midi, il est midi 5, donc je peux être disponible pour 10 minutes, comme ça on discute. Je vous remercie de votre attention. Modérateur, vous avez la parole. S'il y a des questions, je suis à disposition. Oui, allô, j'aimerais intervenir. Oui. Je m'appelle Nasradine Soufiane, je suis étudiant en cybersécurité Master 2. J'aimerais ajouter aussi par rapport à tout ce que vous venez de dire, c'était très intéressant d'abord. Félicitations pour la présentation. Et j'aimerais ajouter que Internet n'oublie pas. Internet n'oublie jamais. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui fassent attention à tout ce qu'ils publient sur Internet. Internet n'oublie jamais. Tout ce que vous savez que peut-être dans un futur proche ou bien à l'avenir, ça pourrait vous nuire, évitez de le poster sur Internet. Après ça aussi, par rapport aux données, il faut toujours supprimer les données
sur les disques durs, les clés USB, les ordinateurs avant de les vendre ou bien avant de les passer à quelqu'un d'autre. Un jour, quelqu'un avait payé un ordinateur en casse dans les France au revoir là. Il m'a amené l'ordinateur pour configurer. J'ai trouvé tous les données qui s'y trouvaient de la personne existant en France, toute sa famille, les images, plus de 500 et quelques images et vidéos. Donc, c'est très dangereux ça aussi. Il faudrait aussi à ne pas oublier de supprimer ces données-là avant de donner son portable ou bien avant de donner son ordinateur, son disque à quelqu'un aussi. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Nasruddin. C'est très intéressant ce que vous partagez et ça fait partie des bonnes pratiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que la plupart des personnes pensent que rien qu'en formatant un disque dur ou bien en supprimant les fichiers d'un disque dur, on peut, ça y est, on en a fini. Ça y est, on en a fini, donc les données ne sont plus récupérables. Alors, ce que la plupart enfin, nous, on connaît, nous qui sommes dans la cybersécurité, nous connaissons, mais même en formatant un disque dur, parce que quand on formate le disque dur, toutes les données s'effacent. Oui, toutes les données s'effacent, mais on pourra toujours les récupérer derrière. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire, même en formatant. On peut formater et réinstaller le disque dur. On dit que oui, on a on a installé le système, c'est bon, les données qui étaient là sont parties. Ah non, on peut toujours les récupérer, ces données-là. D'accord? Donc, ce que vous dites, c'est très pertinent et c'est très intéressant. Et ça va encore dans le sens de ce que j'ai dit au niveau du lab. Parce que le lab peut utiliser un ordinateur sur lequel toutes les données sont enregistrées, sont sauvegardées. Et demain, cet ordinateur-là a un problème. Ils disent oui, on va changer d'ordinateur. Ils récupèrent les données du disque, ils mettent ailleurs. Et puis voilà, ils mettent au rebut cet ordinateur-là. Mais en mettant au rebut cet ordinateur-là, quand le disque dur est, est ramassé par quelqu'un d'autre, mais il récupère les données. Tout simplement. Donc, pour revenir à ce que tu dis, pour se prémunir de ça, ce qu'il faut faire, quand vous, dans le lab, vous avez votre ordinateur sur lequel vous mettiez vos choses enfin, de recherche, etc., vraiment l'ordinateur principal, quand il a des problèmes, le disque dur, ne le laissez jamais avec l'ordinateur. Sortez le disque dur, gardez-le quelque part, récupérez les données, ou bien recyclez le disque dur, ou bien démanteler le disque dur. D'accord? Mais il ne faut jamais se dire que quand j'efface les données, on peut les récupérer. Non. Quand on les supprime, on peut toujours les récupérer. Mais c'est pareil pour les téléphones portables aussi. D'accord? En général, euh, quand on achète un nouveau téléphone portable, on a l'habitude de donner l'ancien à quelqu'un d'autre. Et on dit, on va sur le menu réinitialiser, on réinitialise, pensant que les données sont parties, on a réinitialisé le téléphone. Non, on n'a pas réinitialisé le téléphone. D'accord? Pour Android, il y a une autre méthode de réinitialiser carrément le téléphone pour le mettre à l'état usine, où toutes les données, aucune donnée ne peut être récupérée. Mais quand vous faites réinitialiser comme ça, tout simplement à partir du menu là, de paramètres, via settings, ce soit un téléphone, ne pensez pas que les données ont totalement disparu. Non. Merci, l'enseignant, pour cette belle intervention. S'il y a une autre intervention, Bonsoir. oui, bonjour. Moi, c'est Alalko Jean-Jacques, étudiant en licence et en réseau sécurité informatique. J'aimerais savoir une chose. Pour mieux sécuriser son réseau Wi-Fi, parce que les réseaux Wi-Fi tels que MTN, quand tu as accès à ça, tu peux rentrer dans les paramètres du Wi-Fi pour aller voir les adresses IP des appareils qui sont connectés. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vous suis, oui. Parce que quand tu te connectes à un réseau Wi-Fi comme MTN Homebox, par là, tu peux
tu peux rentrer, même si tu n'es pas le propriétaire, une fois que tu es connecté à ça, tu peux rentrer dans les paramètres du réseau Wi-Fi pour aller voir tous les téléphones qui sont connectés sur cet appareil. Mhm. Et puis voir les adresses IP des appareils qui sont connectés. Donc, j'aimerais savoir s'il n'y a pas d'autres moyens, parce que les home boss là, il y a un code par défaut qui est admin pour pouvoir se connecter aux paramètres du réseau Wi-Fi. J'aimerais savoir si on peut modifier ces codes-là. Là, comme ça, les codes par défaut admin ne pourront pas passer. Parce que j'ai été victime de ça. Mon Wi-Fi a été piraté. Mes caméras de surveillance ont été piratées. Mhm. Mhm. Oui, très bien. Merci pour la question. Effectivement, euh, euh, tu peux couper ton micro. Oui, oui, oui. Merci. Euh, euh, alors, tous les box Wi-Fi viennent avec le paramètre admin. D'accord? Admin, c'est les paramètres par défaut. D'accord? Euh, Systématiquement, il faut les changer. Parce que votre box a une adresse IP. Quelqu'un qui se connecte à travers votre interface de configuration, qui parvient à se connecter à votre interface de configuration, il va faire admin. Et forcément, il entre dans votre système. Donc, systématiquement, il faut changer ces codes d'accès-là à la box Wi-Fi. Ça, c'est automatique. Donc, ne maintenez jamais admin parce que ça fait partie des mots de passe que tout le monde connaît. Donc, moi, quand j'entre dans l'interface, la première chose que je fais pour essayer d'accéder, c'est admin. Donc, tous les hackers font ça. Admin ou admin password. Donc, ça, c'est les mots de passe les plus couramment utilisés. D'accord? Alors, maintenant, c'est normal que quand on quand on entre dans l'interface de la box, qu'on puisse voir tous les dispositifs qui sont connectés à ce box-là et leurs adresses IP. Ça permet de journaliser parce que sur tous ces dispositifs-là, il y a un log, il y a un journal qu'on peut récupérer pour voir qui c'est qui s'est connecté, donc à quelle heure et qui a fait quoi sur la box Wi-Fi. Donc, tous les box intègrent ça et c'est très pertinent parce que ça vous permet de pouvoir sécuriser plus tard après votre box. En utilisant les adresses IP que vous avez collectées, vous savez que voilà, tel téléphone ou bien telle adresse IP a été attribuée à tel téléphone. Et ce téléphone-là, vous pouvez le bloquer. Vous pouvez bloquer cette adresse IP-là. Vous pouvez même faire mieux. Vous pouvez récupérer ce qu'on appelle l'adresse MAC de ces dispositifs-là et faire un filtrage MAC. Donc, ces dispositifs-là offrent également la possibilité de faire du filtrage MAC. Ça veut dire que l'accès maintenant se fait que non seulement, ça ne se fait plus par adresse IP, mais par adresse MAC, donc du dispositif. En général, on fait un blacklist, mais il faut faire un whitelist. Donc, blacklist, c'est on fait une liste, on dit oui, ces gens-là, ces dispositifs-là ne peuvent pas accéder à, à, à l'Internet via mon réseau, ou bien on fait un whitelist, on dit oui, ces adresses-là, ces équipements-là, ce téléphone, cet ordinateur, etc., peuvent accéder à mon dispositif. Mais il est conseillé toujours de faire des whitelists parce que quand on fait des blacklists, on revient toujours pour reconfigurer. Maintenant, quand on fait un whitelist, on sait déjà que c'est mon téléphone, c'est le téléphone de ma soeur, de mon frère, de mon cousin, etc., qui accède. Voilà, il n'y a que cette liste-là qui peut accéder au réseau. Sinon, qui d'autre vient ne pourra pas accéder. Donc, c'est très intéressant d'avoir la liste des adresses IP et autres sur le dispositif. Bon, je vais prendre un dernier intervenant, M. Sal Biran, parce que je pense qu'il est... Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Bonjour directeur. Moi, c'est Biran Sall, doctorant à la faculté de droit. Tout d'abord, je vais féliciter les initiateurs de cette panel qui est une importance de très haute facture dans la mesure où aujourd'hui,
les sociétés ou bien les populations rencontrent beaucoup de problèmes par rapport à la sécurité au niveau des technologies de l'information et de la communication. Je peux dire aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout le monde se connecte à travers le numérique. Donc, il est nécessaire d'avoir une sécurité, comme dans le monde physique, où on a besoin toujours de la sécurité. Donc, pour ce panel, pour moi, c'est-à-dire, c'est une importance capitale pour les sociétés numériques, mais pour la population virtuelle. Ma question se porte sur, c'est-à-dire, le fait de changer à chaque instant votre mot de passe par rapport à vos comptes Facebook, Instagram ou bien Messenger, est-ce que c'est une sorte de mesure de sécurité ou pas? Parfois, on nous dit que voilà, si vous changez toujours votre mot de passe, ça peut ça va permettre tout simplement de sécuriser votre compte ou votre plateforme. Merci, merci Biran. Alors, le fait de changer le mot de passe, ça c'est une bonne pratique également. Il faut avoir l'habitude de changer son mot de passe régulièrement. Bon, maintenant, la fréquence, c'est à vous de la définir, dépendant de la longueur de votre mot de passe. D'accord? Et de la complexité, je veux dire, de votre mot de passe. Donc, plus le mot de passe est complexe, plus il est difficile de pouvoir le craquer. Mais il y a aujourd'hui, la plupart des éditeurs, donc des plateformes, etc., offrent ce qu'on appelle l'authentification double facteur, donc ou l'authentification multifacteur, MFA ou 2FA. OK? Ça vous permet de vous authentifier doublement. Alors, vous configurez par exemple votre téléphone, il y a des outils qui permettent de le faire, et de ce fait, quand vous mettez votre mot de passe, on vous envoie un message ou bien un code sur votre téléphone, on vous dit oui, maintenant saisissez ce code-là avant de pouvoir ouvrir votre plateforme. Donc, c'est une pratique qui devient de plus en plus courante et qui permet, au-delà du mot de passe, de protéger l'accès à votre système. Si vous avez des applications qui, qui par défaut intègrent l'authentification double facteur, vous pouvez les implémenter sur votre système. Par contre, si vous n'en avez pas, si vous allez sur Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, vous pouvez faire ça de manière très, très simple. Voilà ce que je pouvais apporter. Mais quand même, la bonne pratique, vous voyez que vous changez votre mot de passe minimum tous les... Bon, moi, je le fais tous les ans. Des fois, je le fais même pas. Mais euh, voilà, je mets des mots de passe complexes, quoi, très complexes, d'accord? Et qui, pour les craquer, va prendre un siècle ou deux pour pouvoir les craquer. Mais maintenant, attention, avec l'intelligence artificielle qui, qui prend le pas, euh, avec des outils vraiment très sophistiqués de piratage. Donc, voilà, il faut de plus en plus aller vers des mots de passe plus complexes, les modifier fréquemment et y associer l'authentification double facteur. Alors, j'avais dit que Monsieur Sall allait être le dernier intervenant, mais bon, je donne la possibilité à Monsieur Alaloukou, Jean, d'intervenir avant d'arrêter ce webinaire. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, j'aimerais savoir un truc. Est-ce que l'adresse IP est modifiable? L'adresse IP est modifiable. Oui, l'adresse IP est modifiable. Parce que l'adresse IP, on peut avoir deux systèmes pour l'adresse IP. On peut avoir un système d'adressage dynamique, comme on peut avoir un système d'adressage numérique, enfin manuel, autant pour moi. D'accord? Alors, dans l'un ou l'autre des cas, c'est modifiable. Parce que dans le système d'adressage manuel, c'est vous-même qui mettez l'adresse IP. D'accord? Maintenant, dans le système d'adressage dynamique, ce qu'on appelle le DHCP, c'est le routeur qui change l'adresse IP à une fréquence donnée.
soit c'est 24 heures, soit pas ça. Quand c'est dynamique, c'est sous système de bail. Donc, le routeur vous donne une adresse IP sous forme de bail de 24 heures ou bien de 48 heures. Si vous revenez, le lendemain, vous vous connectez, vous verrez que l'adresse IP que vous avez eue hier, ce n'est pas la même adresse IP que vous avez aujourd'hui. Par contre, ce qui n'est pas modifiable, c'est, enfin, théoriquement, ce qui n'est pas modifiable, c'est l'adresse MAC. Parce que chaque dispositif, chaque appareil qui se connecte à Internet a ce qu'on appelle une adresse MAC. Parce que la carte réseau, la carte réseau qui est utilisée pour recevoir une adresse IP, cette carte réseau-là contient forcément une adresse MAC. Parce que l'adresse MAC et l'adresse IP travaillent ensemble pour que la connexion puisse être faite sur Internet. Alors, théoriquement, cette adresse MAC-là, elle est figée, d'accord? Elle est incrustée dans la carte réseau. On dit qu'on ne peut pas la modifier, mais en hacking, on peut la modifier et pirater. D'accord? Il y a des mécanismes qui permettent de modifier théoriquement cette adresse MAC-là, et surtout dans le piratage des réseaux Wi-Fi. D'accord? L'adresse MAC peut être piratée, c'est ce qu'on appelle le MAC hijacking. On peut le modifier et ce qui permet de pirater le réseau Wi-Fi. Bon, ben, sur ça, moi, je vous remercie de m'avoir écouté, vous ennuyer avec tout ça. J'espère que les bonnes pratiques que j'ai partagées pourront servir. Les méthodes de sécurisation pourront servir. D'accord? Euh, on aurait pu aller sur un peu de cas pratiques, mais malheureusement, mon lab n'est pas prêt. Donc, j'ai changé de lab. J'aurais pu faire une petite démonstration sur le phishing, comment détourner un mot de passe sur Facebook, bien sûr, LinkedIn. Mais c'est des outils qui existent, hein, qui sont sur le net et qui permettent de le faire de manière très simple. Il n'y a rien qu'on invente. C'est pas, on n'a pas besoin d'être expert pour faire du hacking. Donc, les outils sont là, les techniques sont là. Tout existe sur l'Internet. Il suffit juste de faire des recherches et de trouver ce que vous faites et que vous le fassiez. Encore une fois, merci beaucoup et j'espère vous retrouver dans un autre moment pour échanger encore plus sur cette thématique-là. Merci beaucoup. Elvira, je ne sais pas si tu es là. Oui, oui, je suis là. Oui, voilà. Mm. Dommage, on n'a pas pu assister à la démo, mais c'est pas grave. J'aimerais aussi vous remercier pour toutes ces explications. Je pense que maintenant, on est assez armé pour au moins nous défendre ou bien pour nous protéger de beaucoup de choses sur Internet. J'aimerais remercier aussi les participants de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci à tout le monde. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci aussi de m'avoir donné l'occasion de partager ça avec tout ce beau public. Merci beaucoup. Au Vous revoir. me recevez? Oui, Vous me recevez? on vous reçoit 5 sur 5. D'accord. Donc, je disais que je vous remercie beaucoup, Monsieur Diané, pour pour ces explications et tout ça. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes assez armés pour, pour au moins nous protéger de certaines attaques ou bien de certains problèmes demain sur Internet. Je remercie aussi les participants pour leur présence jusqu'au bout. Voilà, nous vous invitons à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et tout ça, Facebook, LinkedIn et X. Aussi, nous vous invitons à notre formation de Fab Lab Manager qui débute le lundi 8 avril 2024. Cette formation durera 4 mois et ça sera le moment propice pour vous perfectionner en tout ce qui est fabrication numérique, électronique et autres.
Donc, c'est une formation pratique pour devenir expert en toutes les machines présentes dans le lab, c'est-à-dire CNC, découpe laser, fraiseuse numérique, bon, CNC, découpe laser et autres. Il y a aussi la formation des enfants que nous donnons qui va aussi commencer le 30 avril, le 30 mars plutôt, de 14h30 à 16h. Donc, nous vous invitons aussi à envoyer vos enfants, vos frères et tout ça pour participer à ces ateliers, ces formations. Il y a la journée aussi d'Arduino Day qui se fera le 23 mars. Donc, nous vous invitons à cette journée. On pourra plonger dans l'univers des Arduino. On pourra plonger dans l'univers des Arduino, comprendre beaucoup de choses et puis exposer certains projets que nous avons faits ou juste s'inspirer de d'autres qui seront exposés. Donc, merci encore pour votre participation. Le webinaire sera retransmis sur notre chaîne YouTube HFab Lab. Et on se dit à la prochaine. Nous vous enverrons un mail qui contiendra certaines informations comme le lien WhatsApp que vous pourrez intégrer pour poser plus de questions. Donc, s'il n'y a plus aucune intervention, on va se dire à bientôt et bonne fin de journée. Bonne après-midi plutôt. Donc, on se dit à la prochaine. Au revoir.